Elle dirige actuellement le bureau de l'éthique de la recherche du CHU Sainte-Justine. Geneviève Cardinal est membre du comité d'éthique de la recherche du CHU Sainte-Justine depuis 1999 et elle en assure la présidence. Elle siège également au comité d'éthique de la recherche d'EMA Québec et au comité d'éthique et d'intégrité scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé. Sa conférence portera sur les enjeux éthiques et juridiques de la communication des résultats d'analyse génétique en recherche. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'ai le mandat de vous garder réveillés jusqu'à la fin. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler expressément de la question de la communication des résultats d'analyse génétique en recherche. Avant de débuter, là, brièvement, je voudrais quand même souligner l'apport important de ma collègue Annabelle, qui travaille au comité d'éthique du CIUS de l'Estrie-CHUS. Donc, voilà pour le contexte sur l'évolution des technologies. Alors, à la fin des années 90, début 2000, je faisais de la recherche en droit de la génétique à l'Université de Montréal. Et c'était super intéressant parce qu'avec la génétique, on avait l'impression d'assister à une révolution. C'est un peu, j'avais le même sentiment qu'aujourd'hui, quand on pense à ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, une autre technologie super intéressante, mais qui est aussi, je pourrais dire, dérangeante de par les questions éthiques que ça peut poser. Je me souviens à l'époque des nombreuses discussions qu'on avait sur la communication des résultats dans le domaine de la génétique, et presque 20 ans plus tard, alors oui, j'ai connu l'époque du téléphone à cadran, 20 ans plus tard, non seulement je remarque que ces discussions-là demeurent, elles deviennent même, je pense, plus pertinentes avec l'évolution des technologies, notamment l'utilisation du séquençage complet du génome. Donc, qu'il s'agisse de puces à ADN ou de méthodes de séquençage à haut débit, on a maintenant des technologies qui nous permettent d'explorer les génomes en partie ou dans sa globalité. On a des technologies qui ciblent également des régions non codantes qui sont impliquées dans des pathogénèses. On passe ainsi en pratique d'utilisation de tests ciblés à du séquençage complet de génome. L'autre chose, c'est que le séquençage complet est devenu vraiment moins cher qu'avant et donc est utilisé de plus en plus en recherche pédiatrique. L'autre chose que je remarque, c'est qu'avant, je voyais des projets en génétique, il y avait des analyses génétiques. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est un essai clinique avec un volet génétique, une étude psychosociale avec un volet génétique, une étude en réadaptation avec un volet génétique. Donc, la génétique est vraiment inclue à un immense nombre de projets de recherche. Les tests sont aussi, je dirais, parfois la frontière entre la clinique et la recherche. Exemple, à Sainte-Justine, maintenant, on commence à faire passer des tests génétiques en clinique pour le TDAH. Clinique ou recherche? Est-ce que c'est une plus-value pour l'enfant dont le diagnostic est déjà connu, qui est sous traitement, ou est-ce que c'est une plus-value pour l'avancement de nos connaissances? Point d'interrogation. Mais bon, revenons à la recherche. Je pense que de nombreuses informations sont obtenues avec les analyses génétiques, dont la plupart ne sont pas directement pertinentes pour le patient. Ça excède le diagnostic en cours et ça nous génère des masses de données qui peuvent être difficiles à gérer. On a donc deux types de résultats, les résultats individuels qui sont surreliés à l'objectif de l'étude, et on a les découvertes fortuites, qui sont pour moi pas si fortuites que ça, mais qui sont les découvertes qui sont faites de façon plus incidente en dehors des objectifs de la recherche, et qui peuvent avoir ou non une importance potentielle pour le participant au niveau de sa santé ou de sa reproduction. Faut savoir que les découvertes fortuites, c'est pas juste dans le domaine de la génétique, hein. En neuroimagerie, par exemple, avec les images du cerveau, on va avoir des découvertes fortuites. Si on passe un questionnaire au niveau des idées suicidaires pour gérer les effets secondaires d'un médicament, on peut aussi se retrouver avec des découvertes fortuites. Mais, à la différence des autres informations de santé, l'information génétique, comme la présentatrice l'a dit un peu avant moi, est un peu particulière parce qu'elle est à la fois personnelle, à la fois prédictive, potentiellement identifiante, à dimension familiale, et aussi le risque de découverte fortuite est beaucoup plus élevé. Je dirais même qu'avec le séquençage complet du génome, la question n'est plus est-ce qu'on va avoir ou non des découvertes fortuites, mais c'est combien on va en avoir. Donc, ma question dans le titre,
n'était pas totalement anodine. Quand j'écris « Est-ce qu'il y a quelqu'un à ce numéro? » Oui, je pense que dans le contexte de la communication des résultats génétiques, il y a une personne à ce numéro. Il y a un être humain, il y a aussi parfois sa famille, il y a aussi parfois une communauté derrière, ou je dirais même devant, ces résultats de tests génétiques. Et oui, il y a une personne à ce numéro, mais laquelle? Comment dois-je la contacter? Pour lui dire quoi? Oui, il y a une personne à ce numéro, mais qui doit la contacter? C'est des questions qui mettent en rapport les concepts d'autonomie, de choix, de pouvoir de décider, de bienfaisance, de non-malfaisance, et même de justice quand on parle, par exemple, de la discrimination potentielle. J'aime cette image, pas juste parce que c'est le jeu de serpent-échelle qu'il y avait chez ma grand-mère quand j'étais petite, mais parce que, pour moi, ça illustre bien la complexité qu'il peut avoir dans les relations entre les gens au niveau de la communication des résultats. Donc, quoi transmettre? Transmettre tout, évidemment, ce serait un problème. Problème de coût, multiplicité des tests, comme anxiété, comme on disait tantôt, altération de l'image de soi, perception parentale de l'enfant, culpabilité parentale, stress, problème d'assurance, détection de non-paternité, communication de résultats qui apportent aucun bénéfice, et j'en passe. Mais est-ce qu'il y a une obligation légale de communiquer certains résultats? Donc, au Québec, eh bien, il n'y a pas de loi ou de règlement qui aborde spécifiquement la question, qui nous disent quoi faire dans ce domaine-là. Par contre, on a d'autres normes qui sont d'une autre nature, qui émergent, par exemple, du Réseau de médecine génétique appliquée du Québec ou qui émergent des organismes qui financent la recherche, comme les IRSC avec le TPC2 ou les standards de l'ancien FRSQ qui sont en révision. À l'international aussi, on a des normes qui encadrent. Je vous ai mis 2 exemples. Les pays membres, les États membres du Conseil de l'Europe doivent suivre ce qui est dit dans le protocole additionnel qui aborde la question de la communication des résultats en génétique. On a aussi une déclaration internationale de l'UNESCO qui sert de recommandation aussi dans ce domaine-là. Donc, si on regarde plus près de chez nous, avec l'énoncé de politique des 3 conseils, donc je vous disais que c'est des normes qui émergent des IRSC. On nous dit que les découvertes fortuites significatives, c'est-à-dire celles qui ont des conséquences importantes pour le bien-être des participants, doivent être communiquées. Si on regarde les critères énoncés par le Réseau de médecine génétique appliquée, je les aime bien, ils sont plus précis. On énumère 3 principes, 3 critères. Est-ce que l'information est scientifiquement valide? Première chose. Parfois, on va devoir refaire le test dans un labo clinique. Est-ce que l'information a une implication pour la santé de la personne, donc la validité clinique? Est-ce que finalement, il y a de la prévention ou un traitement possible pendant l'enfance quand on est chez l'enfant et qu'il y a plus de bénéfices que de risques de divulguer? Et si on remplit ces 3 critères-là, bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une obligation de communiquer l'information. Je vous parle brièvement des critères du Canadian College of Medical Geneticists. Ça ne s'applique pas, ça n'a pas été fait pour la recherche, ça a été fait dans un contexte clinique pour des maladies monogéniques, mais je trouve ça quand même intéressant de voir qu'il y a des parallèles. Donc, tout particulièrement, bon, tout d'abord, ils n'endossent pas la position américaine qui est de tester des gènes qui ne sont pas reliés à la maladie parce qu'ils sont medically actionable, c'est-à-dire pour lesquels il existe une intervention pour traiter ou prévenir une maladie. Donc, on a une position plus européenne à ce niveau-là. Et on nous dit qu'on doit communiquer les résultats incidents. Ce sont highly penetrant conditions, donc si on a une grande probabilité d'avoir le phénotype clinique, et si on peut prévenir ou traiter la maladie durant l'enfance quand on parle d'enfant. On parle aussi du critère, on reprend le critère d'utilité clinique. Donc, on rejoint quand même les critères du RMGA, et dans ces cas-là, on a une obligation de communiquer les résultats. Ceci étant dit, on est donc à la recherche d'un bénéfice qui va dépasser les risques. Donc, qu'en est-il des maladies multifactorielles avec une composante environnementale? Les maladies cardiaques? Est-ce qu'on va divulguer seulement si le risque est d'augmenter de façon substantielle? Qu'est-ce qu'on fait des statuts de porteurs chez les enfants? Ça pourrait intéresser le parent, mais ce n'est pas un critère de pertinence clinique pour l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait du cas des maladies à apparition tardive quand il n'y a pas de traitement de prévention clinique durant l'enfance? L'enfant aura le loisir un jour de pouvoir prendre des décisions pour lui-même. Donc, on peut penser évidemment à Alzheimer, maladie de Huntington,
Mais quand on arrive avec BRCA1, par exemple, ça devient plus complexe. On se retrouve, je dirais, avec l'intérêt de l'enfant d'un côté, l'intérêt de la famille de l'autre. Donc, le RMGA a aussi énoncé un principe à ce sujet-là. Il nous dit que, à prime abord, les résultats qui ont une implication pour la santé future d'un mineur ne devraient pas lui être retournés. Mais, dans des circonstances exceptionnelles, et là, on dit on pourrait, et non, on devrait, on pourrait communiquer si la probabilité du risque est élevée et que la condition menace la vie du parent, puis qu'il y a de la prévention et un traitement disponible. Donc, ça ouvre au moins la porte à pouvoir avoir des discussions en équipe à ce sujet-là. On nous dit aussi qu'il n'y a pas d'obligation de recontacter l'enfant devenu adulte pour ces maladies. C'est important. En recherche, c'est très important. Imaginez le fardeau sinon. Quels sont les risques dont on nous parle quand on fait la balance risque-bénéfice? Donc, on en a parlé déjà un petit peu brièvement dans les autres présentations. Je vais aller vite. Mais simplement, peut-être alors pour vous dire que les risques ne sont pas les mêmes d'un projet de recherche à l'autre, d'un test génétique à l'autre. L'autonomie de la personne et l'intérêt de l'enfant, c'est un autre critère à prendre en compte. Donc, quand on est avec des adultes en recherche, on va leur offrir le choix d'avoir ou non les résultats de la recherche, les résultats individuels ou les découvertes fortuites. Quand on est avec un enfant en recherche, c'est l'intérêt de l'enfant qui va prévaloir. Donc, on ne va pas laisser le choix aux parents, est-ce que oui ou non on va communiquer de l'information. Si on remplit les critères qu'on s'est donnés tout à l'heure, on va communiquer l'information. Qu'en pensent les gens? Donc, outre le fait de vouloir de la laitue qui goûte le chocolat, il y a une étude intéressante qui a été faite par Green, qui a interviewé plusieurs médecins généticiens, et ils se sont entendus sur plusieurs conditions génétiques. 4 d'entre elles, ils étaient tous d'accord qu'il fallait communiquer l'information aux participants. Mais sur les 78 autres conditions génétiques, il y avait une grande variabilité. Qu'en pensent les parents? Ça aussi, c'est intéressant. Il y a une étude qui a été faite à Sainte-Justine, entre autres avec Daniel Sinette et Barta Knoppers, où on a interviewé 11 parents d'enfants suivis en oncologie. On les mettait devant des situations hypothétiques, donc ils n'étaient pas confrontés immédiatement à un test génétique, mais on leur proposait des conditions hypothétiques avec un résultat significatif pour la santé, un statut de porteur, une maladie à déclaration tardive. Et pour la majorité des parents, la grande majorité des parents, ils disaient vouloir tous les résultats. C'était un petit échantillon. On est dans un contexte particulier d'oncologie, donc de parents avec un enfant qui a déjà une maladie grave. On est dans un cas de demande hypothétique, mais peut-être aussi que c'est simplement que les parents ont envie d'avoir véritablement cette information-là et que c'est important pour eux et pour leur enfant. Il y a un autre contexte, par contre, avec une autre étude où on a démontré que seulement 15% des individus qui avaient un parent qui avait la maladie de Huntington désiraient savoir leur propre statut. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet super intéressant qui mériterait d'autres études. Qui informer? Je vous laisse. Donc, à part d'informer Kermit, évidemment, on va informer les parents parce qu'on est dans le domaine de la recherche. Si on a des ados de 14 ans et plus, on va informer nos ados aussi. Et si on a des enfants de moins de 14 ans, bien, je pense qu'on va les informer s'ils sont en mesure de comprendre et surtout, dans ce contexte-là, selon le souhait des parents. Ça va dépendre des contextes. C'est intéressant, je voyais qu'il y avait des focus groups où les résultats donnaient que les résultats, selon eux, devraient être donnés aux adolescents et aux parents en même temps. Il y a aussi la situation où l'enfant est petit quand il est en consultation à Sainte-Justine, il grandit, il n'est plus nécessairement suivi ici. C'est les parents qui ont eu l'information et c'est les parents qui devront un jour informer leur enfant, d'où l'importance, je pense, de s'assurer de la compréhension des parents, de la bonne compréhension. Ensuite, est-ce qu'on donne l'information à un parent ou on donne l'information aux 2 parents, étant donné les implications familiales possibles? Quand? Alors là, il n'y a pas de grande révélation. Le réseau de médecine génétique appliquée nous dit à un moment opportun. Oui, d'accord. Ce que je
trouve plus intéressant, c'est qu'on revient avec l'idée dont je parlais tantôt, qu'on n'a pas d'obligation de recontacter l'enfant devenu adulte pour des maladies à apparition tardive. Donc, à Sainte-Justine, dans les formulaires de consentement, on a une clause qui mentionne qu'on ne va pas les recontacter, mais qu'eux peuvent nous recontacter éventuellement quand ils vont être adultes pour avoir de l'information sur les analyses qui ont été faites. On a le cas des biobanques aussi, où il faut prévoir des mécanismes pour pouvoir recontacter les gens à plus long terme. Et il faut savoir qu'il y a des gens avec lesquels on aura sûrement perdu contact. Par qui? Par un membre de l'équipe de recherche qui a l'expertise nécessaire. Je pense que c'est le mot-clé, l'expertise nécessaire. Dans un monde idéal, avec des services de conseil génétique quand ils sont disponibles, qui sont appropriés, évidemment. Par contre, dans le cas des biobanques, ça peut être plus complexe parce que la nature du lien entre les participants et le directeur de la banque n'est pas le même probablement qu'avec un médecin, avec son médecin qui peut aussi être à la fois chercheur. Donc, il faut penser qui va donner l'information dans ce cas-là aux familles. Et la situation est encore plus complexe quand la banque, la biobanque, ne se trouve pas à Sainte-Justine, qu'elle se trouve à l'extérieur. On peut penser aux banques détenues par l'industrie pharmaceutique, aux banques détenues par les NIH aux États-Unis. Donc, ça devient encore plus difficile, ce qui fait, entre autres, que les compagnies pharma disent d'emblée dans le formulaire de consentement qu'ils ne feront pas de retour de résultats, malgré tous les guidelines et les normes qui existent. Comment? Donc, les textes normatifs nous disent que c'est important ça vaut la peine de prévoir un cadre de gestion avant le début du projet de recherche, de le soumettre au comité d'éthique, c'est encore mieux. Donc, de prévoir qu'est-ce qui va être divulgué, comment, par qui, la logistique, les coûts, etc. Aussi, l'autre instrument qui, pour moi, est évidemment important, c'est le formulaire de consentement. Donc, la question de la communication des résultats doit être abordée au moment de l'obtention, ou au moment où on explique l'étude aux familles. Et puis, vous dire, les formulaires de consentement sont toujours à peu près trop longs et toujours à peu près trop compliqués. Donc, toujours essayer de vulgariser et toujours, on parlait en réunion la semaine dernière, on se disait, surtout les essais cliniques de compagnies pharmaceutiques, il faudrait viser un idéal de 12 pages. Imaginez déjà 12 pages, c'est immense à lire pour les familles. Mais voilà, et c'est souvent dans un langage trop complexe. Donc, pensez à la compréhension des familles qui ont un enfant avec des problèmes de santé importants. Pensez qu'on a des familles immigrantes qui consultent beaucoup à Sainte-Justine. Et il y a une étude qui a été faite par Isabelle Tremblay ici à Sainte-Justine, puis c'est super intéressant. Ces résultats démontrent que 20% seulement des parents se souviennent que leur enfant a passé un test génétique le mois dernier. Moi, ça me renverse. Fait que là, je me disais, OK, c'est-tu parce que c'est trop complexe, ils n'ont pas compris? Est-ce que c'est parce que c'est pas important à leurs yeux? Est-ce que c'est parce que c'est un test parmi d'autres puisqu'ils en ont juste trop? Est-ce que c'est parce qu'ils s'en remettent complètement aux médecins? Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est quand même très parlant. En recherche, généralement, aussi, on va aller chercher le consentement d'un seul parent. Donc, comme on dit tantôt, les résultats pourraient avoir parfois un impact sur les deux parents s'il faudrait en tenir compte dans les formulaires de consentement. 1 minute. Et finalement, l'autre chose, je trouve, qui est importante à prendre en compte, c'est que les projets de recherche se font souvent dans un contexte clinique. On est un CHU ici. Puis ça complique, je pense, la compréhension des parents, des familles, des participants enfants aussi. Donc, c'est important de clarifier avec le patient quand on se trouve dans un contexte clinique puis quand on se trouve dans un contexte de recherche. D'où l'intérêt, je pense, d'avoir des infirmières de recherche et des coordonnateurs de recherche. Je vous quitte en vous mettant un extrait d'une clause de formulaire, d'une clause modèle qu'on a au comité d'éthique. On en a plusieurs, clauses modèles. Celle-là a été développée par des gens en droit, en éthique, en sciences, et elle a été même corrigée récemment par un représentant parent au comité d'éthique. Donc, ça dit, il est important de comprendre que nous allons faire le séquençage de votre génome entier, de tous vos gènes. Malgré cela, nous ne reverrons pas toute cette information en détail. Toutefois, il est possible que nous découvrions des informations que nous ne cherchions pas a priori sur la santé de votre enfant, par exemple sur une condition ou une maladie qui pourrait l'affecter plus tard dans sa vie. Dans le cas où un résultat significatif pour votre santé serait trouvé, que des mesures préventives ou un traitement étaient disponibles, vous en serez informé par l'intermédiaire d'un médecin.
Et voilà, et finalement, bien, merci beaucoup. Puis en cette fin d'année 2017, je vous souhaite encore beaucoup de recherches et c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci.